Ici, tout recommence. Année après année, depuis la nuit des temps. La quiétude de l'hiver est doucement relayée par le bruit de l'eau. La vie se réveille dans les vallées. Discrets et mystérieux, les petits habitants des cours d'eau reprennent leur chemin sans attirer les regards. Si beaucoup ressentent le plaisir de regarder couler les rivières, trop peu ont la chance de connaître et d'apprécier leur richesse. Aujourd'hui menacées, elles sont pourtant à l'origine de la prospérité de la vie et des espèces, dont l'espèce humaine. Ce monde fragile a besoin d'être célébré. Ces paysages majestueux, l'alchimie de ses eaux, sa force et sa diversité. Notre vie en dépend. Il est devenu essentiel de connaître l'histoire de ces rivières et de reconsidérer les éléments qui menacent aujourd'hui leur fonctionnement, leur respiration, leur existence même. Pour ne plus pouvoir dire demain qu'on ne savait pas. J'ai rencontré un jour une personne qui ne connaissait pas la région et qui est venue habiter dans les Alpes du Sud. Et quand la première fois elle a vu le Buëch, elle a cru qu'il y avait un chantier. Et quand elle m'a indiqué l'endroit, je savais qu'il n'y avait pas de chantier. Et en fait, elle n'avait pas l'habitude de voir une rivière dynamique avec des bancs de galets. Donc de prime abord, ça rebute beaucoup de monde. Mais voilà, au milieu de ces chantiers désolés, ces étendues de galets, on va trouver des oasis. On s'intéresse aux rivières en tresse, ces rivières qui ont un régime très particulier, qui ont une physionomie très particulière aussi, qui est constituée de bras multiples, pour ça qu'on les appelle des rivières en tresse, qui sont chargées grandement en granulats, plus ou moins gros, plus ou moins fins, et qui transportent énormément de sédiments, et qui sont soumises à des crues très fortes, avec des variations très, très importantes, abritent énormément d'espèces menacées, et d'où de pourquoi le Conservatoire d'espaces naturels travaille sur ce sujet, quoi. D'importantes quantités de matériaux en fait, descendent de la montagne et viennent se déposer dans la vallée, dans les fonds de vallée. C'est ce qui permet d'observer en fait, des faciès en tresse. Et donc le drac va s'écouler et former plusieurs bancs, s'écouler entre des bancs de gravier. Et c'est une caractéristique tout à fait particulière des cours d'eau alpins. L'érosion produit une quantité de granulats divers et variés qui est transportée par ces rivières, qui sont soumises aussi à des régimes liés aux fontes des neiges et aux orages en été, donc avec de très fortes fluctuations. Cette particularité, elle conduit à créer des grèves de gros galets, des plages de limon, de sable fin et avec tous les autres habitats intermédiaires. Ce transport de sédiments fins et grossiers et l'apport de crues naturelles fait qu'il y a eu des dépôts le long de ces rivières en tresse et on va avoir tout un tas d'espèces associées à ce type de milieu. Les milieux les
plus représentées, qui sont les bancs de galets, de gros galets, qui sont soumises aux crues pendant les périodes automnales, printanières souvent, et qui le reste de l'année vont être à découvert et qui vont être très chaudes toute la période estivale. Et là, c'est des milieux qui nous intéressent beaucoup parce que sur ces bandes de galets, dans le contexte local qui nous intéresse, c'est-à-dire des rivières alpines, mais avec la proximité du climat méditerranéen, énormément d'espèces méditerranéennes vont profiter de ces bandes de galets surchauffées en été pour s'approprier les lieux et coloniser finalement, c'est des voies de pénétration alpine pour les espèces méditerranéennes. Du coup, on va retrouver tout un cortège d'espèces inhabituelles dans les Alpes ou très peu représentées qui se reproduisent au niveau de ces terrasses alluviales. Et après, on a d'autres milieux encore qui viennent se rajouter, qui sont produits par la nappe alluviale qui affleure, qui est peu profonde et qui, dans le lit de la rivière, lorsqu'il y a des dépressions qui se forment, ressurgit et on a des écoulements issus de la nappe au beau milieu du lit de ces rivières ou sur le bord. Et ces écoulements réguliers, là aussi, produisent des milieux très particuliers. Le milieu le plus intéressant, c'est probablement les milieux constituées par des plages de limon et de sable fin. Et ces plages humides, lorsqu'elles sont situées au bord de l'eau, dans des dépressions ou aux bordures d'une résurgence, abritent des espèces très intéressantes parce que devenues très rares, parce que les rivières en tresse et leur préservation, c'est un enjeu mondial en fait. La plupart des rivières en tresse du monde ont été détruites par des barrages notamment, ou par des ouvrages pour les contraindre latéralement. Et les espèces qui y sont strictement associées sont en voie de disparition partout. Et sur la Haute-Durance, le Buèche et le Drac, on a encore de ces espèces-là, on a plusieurs représentants de ces espèces très rares, menacées, mais encore existantes ici. La Durance, en ayant un rythme naturel, abrite donc une quantité importante de tous les animaux et donc une biodiversité vraiment très intéressante. Mais elle est enrichie par tous les affluents et tous les bassins versants qui finissent dans cette Durance. Ensuite, ici, on a vraiment une grosse diversité en termes d'exposition et par rapport à l'altitude aussi. Donc chaque étage abrite des espèces différentes. Et chaque exposition amène aussi une sélection au niveau de cette biodiversité. Donc c'est une mosaïque aussi de milieux alpins, de zones humides, où on retrouve des marais, on retrouve des lacs, on retrouve des sources. Et dans chaque milieu, on a des espèces inféodées qui sont adaptées, qui sont spécifiques. Et ça permet l'installation d'une faune bien particulière qui va aimer ces milieux qui peuvent être temporaires également, qui vont couler au printemps mais qui vont s'assécher l'été. Que ce soit dans des prairies, ça peut être aussi sur certains secteurs de marne noire où l'eau va stagner suffisamment longtemps pour que les têtards puissent s'y développer en période printanière. On est sur une zone humide qui part à peu près d'ici et qui va à une vingtaine de mètres en contrebas. Donc en contrebas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette zone humide est bien en pente. Et il faut bien penser qu'en montagne, la majorité des zones humides sont bien des zones humides en pente et non pas des zones humides sur des systèmes de plats
comme les lacs, les mares, les tourbières, bref, toutes ces zones humides auxquelles on pense spontanément. Et ce sont souvent des zones humides qui servent d'annexe aux rivières de montagne. C'est-à-dire que quand les rivières ont peu d'eau, elles sont alimentées par les bordures, par ces zones humides-là. La préservation de ces zones humides est très importante, surtout qu'on est souvent sur des petites zones qui font moins de 1 hectare et qui du coup ne sont pas protégées par la loi. Les micro-zones humides, et notamment en pente, ne sont pas protégées par la loi, alors que c'est la vraie éponge, le vrai réservoir, le vrai château d'eau de l'eau en montagne. Les adous correspondent à ces cours d'eau issus en partie ou majoritairement alimentés par la nappe phréatique parce que le débit est assez régulier tout au long de l'année. La présence de ces adous permet d'alimenter de manière permanente ces rivières en eau fraîche et avec un débit qui peut être parfois assez important et constant, donc même pendant la période la plus aride. Donc il joue un rôle très important en plus de servir de pouponnière pour les truites, pour les écrevisses, pour des cortèges de libellules aussi qu'on ne va pas trouver dans les eaux plus chaudes. Et dans les Hautes-Alpes, on a très peu de très grandes zones humides. On n'a que des petites zones humides, ces petits secteurs de marécage. Et donc si ces petits secteurs disparaissent, l'espèce disparaît très rapidement. Elles n'ont plus l'endroit adéquat pour et se nourrir et se reproduire. Donc typiquement, l'agrion de mercure, s'il diminue en France, c'est parce que les fossés sont curés, les petits ruisseaux vont être écobués, ce genre de pratique. On a une culture en France et en Europe de la nature propre. Il faut qu'elle soit rangée, il ne faut pas qu'il y ait des choses qui y traînent. Alors que c'est la base de la vie en fait. Ce qu'il faut entre ces différentes zones, c'est qu'il y ait du lien, c'est qu'il y ait de la communication. Alors l'eau normalement joue ce rôle en s'écoulant de ces milieux en haut non perturbés et donc de toute cette richesse pour alimenter l'aval. Sauf que voilà, on peut avoir des perturbations et des blocages et des zones qui sont donc coupées à un niveau pour des raisons X ou Y les unes des autres. Et du coup, on peut avoir des isolats qui se retrouvent perchés et puis des zones en bas qui manquent d'apport en termes de biodiversité. Vous voyez que le long du Drac, sur la zone plane, tout est végétalisé. Donc ce sont des végétations de bordure de rivière, donc sur les rives de la rivière, c'est pour ça qu'on parle de végétation rivulaire. Et ces végétations sont vraiment des zones humides, c'est-à-dire qu'elles sont capables, au niveau de la bordure des rivières et de la nappe, de stocker de l'humidité, de stocker de l'eau. La ripisylve, c'est un habitat naturel qui est très important pour les milieux aquatiques. Elle va avoir de nombreux rôles. Elle va avoir un premier rôle qui est de fournir de la matière organique, c'est-à-dire des feuilles, des branches, des troncs, du bois mort, qui va servir de nourriture aux larves d'insectes aquatiques. Donc on peut citer les gamarres, les éphémères, les trichoptères, toutes ces petites bêtes qu'on peut apercevoir quand on va dans la rivière et quand on soulève les cailloux, voilà, on va les trouver cachés en dessous. Et toutes ces petites bêtes, elles ont besoin d'avoir de la nourriture et donc elles le trouvent en mangeant cette végétation qui est soit vivante quand il y a des plantes aquatiques, mais qui peut être aussi morte. Donc c'est important de conserver cette matière dans les milieux aquatiques.
Le second rôle de la ripisylve, ça va être aussi de faire de l'ombrage. Et notamment sur des rivières comme le Buëch, où l'été il peut faire très chaud. L'ombrage de cette forêt sur les galets va permettre de garder une fraîcheur, une température de l'eau qui va être relativement limitée. Donc voilà, c'est important de maintenir des arbres sur les bordures des milieux aquatiques, puisqu'ils apportent cette fraîcheur et ils limitent l'ensoleillement de l'eau et donc ils limitent l'augmentation de la température de l'eau. Quand vous avez, avec le réchauffement climatique et l'absence de neige et l'absence de glaciers, des vallons qui sont de plus en plus secs, comme par exemple le vallon qui est ici sur ma droite, où il y a vraiment des déficits en eau, c'est-à-dire que la rivière est pratiquement en assec tout l'été. En fait, il y a quand même des annexes à cette rivière, des petites zones humides qui sont plus ou moins en pente, des ripisylves, etc., qui sont capables d'aider au fonctionnement hydrique du versant. Ensuite, cette ripisylve elle a un rôle de frein lors des crues, puisque quand l'eau va monter, elle va traverser cette forêt et elle va buter contre les troncs des arbres, donc elle va être ralentie. Donc on aura moins de phénomènes destructeurs en aval de la ripisylve. En plus, ces secteurs de ripisylve, ils sont souvent denses en végétation. Ça va faire une sorte de peigne qui va retenir les sédiments. Parce que lors de crues, on voit l'eau, elle est brune, elle est chargée en matière, donc en sable, en boue, en galets. Et la végétation va freiner toute cette matière, tous ces sédiments qui vont pouvoir s'y déposer. Ce qui va permettre aussi la fertilisation de cet habitat qui est si riche et qui est vraiment très luxuriant. Le fait d'avoir une végétation très abondante, donc en fleurs, en arbres, en arbustes, va permettre aussi à toute une faune de pouvoir s'y installer. Le fait aussi d'être traversé par les crues, on va aussi avoir des arbres qui vont tomber, qui vont mourir. Et cette présence d'arbres morts va aussi favoriser la présence d'insectes qui vont manger le bois mort. Parce que ce sont des forêts qui sont souvent peu exploitées, donc on a encore beaucoup d'arbres morts sur pied. Alors leur premier avantage, c'est que les insectes qui vont se nourrir de bois mort vont s'y installer. Ensuite vont arriver les oiseaux qui se nourrissent de ces insectes-là. Donc par exemple les pics qui vont creuser ce qu'on appelle des loges, donc des trous dans les arbres pour pouvoir atteindre les insectes et aussi pouvoir après s'y abriter dans ces trous. Une fois que les arbres sont délaissés par les pics parce qu'ils vont avoir besoin d'aller se nourrir ailleurs, ces trous dans les arbres ils vont servir aussi à d'autres animaux. Donc ça peut être des chouettes, mais ça peut aussi être des chauves-souris. La ripisylve elle a vraiment un rôle primordial pour ces espèces-là parce qu'elles vont pouvoir s'abriter dans les trous des arbres et elles vont aussi pouvoir l'utiliser comme corridor pour se déplacer. Certaines chauves-souris sont incapables de traverser des espaces vides de plus de 5 mètres. Donc la ripisylve, ça leur fournit un corridor, un couloir où elles vont pouvoir se déplacer, avoir des repères. Et elles vont pouvoir aller chasser au-dessus de la rivière aussi, puisque la rivière, c'est un grand garde-manger en fait pour les chauves-souris, puisque les larves qui sont à un stade aquatique vont devenir des adultes aériens. Et donc ces adultes qui vont voler au-dessus de la rivière, à proximité de cette forêt, vont pouvoir être consommés par les chauves-souris. Donc tous ces petits habitats annexes, ils sont aujourd'hui essentiels au maintien d'un fonctionnement hydrologique global sur un bassin versant, même si le bassin versant lui-même est de plus en plus pauvre en eau. Donc aujourd'hui, on doit gérer forcément les quantités d'eau qui arrivent par la neige, mais on doit surtout gérer toutes les zones humides qui sont annexes à la rivière principale et qui stockent l'eau. La conservation de ces zones humides, c'est un impératif aujourd'hui. Si on ne le fait pas, on se prive d'eau dans les années à venir. C'est essentiel. Même en Haute-Durance, l'un des fléaux de la Provence a besoin donc pour sa dynamique de lit de crues importantes. Elle charrie des matériaux, elle travaille au niveau de ses berges, elle bouge, c'est une rivière vivante et elle a besoin d'un espace de mobilité pour s'exprimer. Donc il faut des crues pour dessiner cet espace, il faut des crues pour dessiner ces liantresses, pour dynamiser vraiment toute la biodiversité
au niveau de son lit. Peu à peu, il y a eu une contrainte qui s'est créée, des villages sont créés au bord des cours d'eau et on a eu une modification très profonde qui s'est accélérée au cours des dernières décennies, quoi. Avec la création d'endiguements, d'ouvrages multiples pour vraiment contraindre le lit, gagner encore plus de terres cultivables. Et après, le couronnement de tout ça, ça a été les barrages hydroélectriques qui dénaturent le fonctionnement naturel des régimes de crues. Donc on a la particularité physique des rivières entraises qui a été dénaturée, qui a été détruite, contrainte, avec cette dynamique latérale, cette largeur que la rivière prenait dès qu'elle avait la place, qui a été contrainte, d'une part, et d'autre part, une dynamique de crue naturelle qui a été elle aussi artificialisée, entravée par des barrages. Petit à petit, les crues se sont estompées. La dernière ici, dans le nord des Hautes-Alpes, c'était en 1957. Et depuis, on a un petit peu oublié. Donc l'espace de mobilité s'est réduit. Donc la rivière ne peut plus s'exprimer d'une manière aussi forte qu'elle devrait le faire. Donc on garde quelques espaces où c'est possible, où là on peut vraiment constater la renaissance et donc l'expression complète de cette biodiversité à tous les niveaux. Mais voilà, il y a encore beaucoup d'obstacles à faire sauter. On a toujours eu l'habitude de dire que lorsque la Durance se mettait en crue, les crues étaient dévastatrices. Déjà sur la branche Durance pure, mais après quand on traverse Serponçon et qu'on va dans les basses terres, eh bien, il y avait des inondations, il y a eu des cultures totalement arrachées, etc. etc. La rivière à l'Argentière a été tout d'abord quelque chose de dévastateur parce que la rivière qui court en fond de vallée avant d'être endiguée n'avait pas permis justement de réaliser une ville au fond de vallée. Donc l'Argentière était faite par deux communes, l'Argentière en rive droite et l'ABC en rive gauche. Et le jour où les industriels sont arrivés ici pour réaliser l'usine, ils ont endigué cette rivière et ils ont permis justement à la ville de se développer en fond de vallée. Voilà, donc la rivière canalisée, la rivière, on va dire domptée, a permis de construire la ville de l'Argentière-l'ABC. Pendant des décennies, en fait, et pour se protéger contre les inondations, la rivière était gérée à l'aide de campagnes d'extraction.
Donc c'était des extractions souvent massives, donc des prélèvements de matériaux dans la rivière qui se faisaient à peu près au même endroit et en quantité bien déterminée chaque année. Et cela finalement indifféremment des apports réels de la rivière. Ça a conduit certes en fait à empêcher le niveau des lits des rivières de monter et donc de se prémunir des inondations, mais ça a aussi généré en fait des problématiques d'érosion, d'incision, puisque le cours d'eau pouvait ne plus avoir suffisamment de matériaux à transporter et donc il incisait son lit avec des problématiques cette fois-ci non plus de submersion mais plutôt d'érosion, de glissement de terrain, de glissement de berges et de disparition des habitats aquatiques, de nappes phréatiques. C'est-à-dire que peut-être qu'à une certaine époque, c'était pas le plaisir du carrier d'extraire des matériaux, mais il fallait bien répondre à une demande. On est sur un secteur de montagne où dans les années 70-80 il y avait tout à faire au niveau des stations de ski. Il fallait alimenter le marché de la construction. Donc on a peut-être pris plus de matériaux que ce que la rivière en elle-même était capable d'apporter crue après crue. Lorsqu'on creuse dans une rivière, même en tresse, pour prendre des granulats, la nappe va s'enfoncer et lorsque la nappe phréatique alluviale qui accompagne la rivière en surface s'enfonce, tous ces petits milieux, c'est-à-dire les dépressions qui deviennent humides parce qu'elles sont en contact avec la nappe, vont être tout le temps asséchées. Et les résurgences de la nappe qui créent ces milieux aussi fabuleux où beaucoup d'espèces rares de libellules peuvent exister et qui abritent sur leur sol humide tous ces insectes qu'on a évoqués jusqu'à présent vont disparaître. Et du coup, l'enfoncement du lit, donc de la nappe, donc du lit, fait disparaître tous ces milieux et engendre un dysfonctionnement généralisé de ces rivières. Sur la vallée ici, vous avez eu le plus gros chantier d'Europe de restauration sédimentaire parce qu'on avait coupé les arrivées de sédiments à cause de prise d'eau. C'est un chantier qui a duré plus de 2 ans. La gestion n'a pas été appropriée pendant des décennies et on a pu observer sur tout le secteur aval du Drac qui présentait des symptômes d'incision vraiment très importants. Par rapport à l'état naturel, on pouvait avoir des kilomètres de lit avec une incision de 3 voire 4 mètres par rapport à un niveau satisfaisant du cours d'eau. Et il a fallu donc transporter finalement artificiellement des matériaux là où ils étaient en excès à l'amont du bassin versant vers le secteur incisé à l'aval. En fait, remblayer le cours d'eau, remblayer l'incision du cours d'eau pour remettre le cours d'eau à un niveau acceptable et éviter toutes les déstabilisations de versants, les glissements de terrain, les effondrements de réseaux, de routes qui étaient liés à l'incision et à l'enfoncement du cours d'eau. On a annihilé complètement justement toute la biodiversité qui était rattachée aux lits en tresse et aux lits superficiels. Le problème de l'extraction, c'était qu'elle était absolument irraisonnée dans des quantités très importantes et que la recharge annuelle, due à une période aussi relativement sèche dans les années 90, n'avait pas permis la recharge du lit. Donc petit à petit, le déficit s'accentuait, le lit diminuait et du coup ça devenait catastrophique pour la rivière et accessoirement aussi pour les digues et les ponts qui se déchaussaient, tous les ouvrages qui commençaient à devenir beaucoup plus fragiles. Plus récemment et au travers du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur le Dracamont, le SAGE, on a instauré une nouvelle politique, une nouvelle gestion du transport solide et des matériaux. Donc aujourd'hui ce n'est plus une gestion par des extractions systématiques sur un endroit donné avec des quantités données. On est plutôt passé à une gestion complètement calée en fait sur les apports réels de la rivière et par la surveillance finalement d'un niveau maximum qu'on ne souhaite pas que la rivière dépasse. Donc au final on ne maîtrise plus tellement les zones d'extraction ni les quantités. C'est vraiment lorsque la rivière va dépasser ce niveau maximal que le syndicat, la Cléda, va déclencher des opérations de curage d'entretien. Finalement, on va restaurer un profil objectif au cours d'eau pour qu'il puisse de lui-même transporter naturellement les matériaux de l'amont vers l'aval. Actuellement, on délivre encore des arrêtés pour des extractions dans le lit sec, donc un petit peu à distance donc, de la rivière visible, on va dire, mais dans des zones où il y a toujours une biodiversité et une possibilité pour la rivière de recoloniser en cas de crue. Donc c'est un milieu quand même qui est très inféodé à la rivière. L'exploitation de carrières sur des secteurs qui étaient au préalable boisés, on a des remises en état où on recrée le stépic durancien et kérassène, donc en réouvrant les milieux qui sont favorables à la biodiversité du coin.
Donc on enlève le matériau noble, entre guillemets, qui va être exploité ensuite. Et on autorise donc à remblayer ces trous. Donc on remet à niveau, ensuite on va réensemencer ou laisser la nature faire, mais en tout cas on aura uniquement des zones de prairies, on aura des zones qui seront vraiment pauvres en termes de biodiversité, à la place de milieux comme ici où on a des espèces donc indigènes et qui vont participer à la biodiversité et à l'accueil de tous les animaux qui sont inféodés à la rivière. La nappe de la Durance qui coule donc de manière invisible en dessous du lit mouillé et visible constitue une réserve très importante en termes d'eau de qualité qui s'écoule doucement et qui pour la suite va s'avérer quelque chose de primordial par rapport à la raréfaction de cette eau globalement et au partage des ressources. Dans les remises en état de carrière en eau, tel que c'est autorisé aujourd'hui, les arrêtés préfectoraux qui sont délivrés aux exploitants sont vraiment très précis et très exigeants sur les matériaux qu'on peut remettre dans le trou et donc aussi dans l'eau de la nappe. Et ces matériaux, c'est uniquement ce qu'on appelle des terres et cailloux de terrassement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dessous, on aura donc remblayé avec des matériaux qui sont finalement des déchets du BTP, qui sont inertes certes, mais qui vont perturber la circulation de l'eau souterraine de la nappe. Et du coup, un endroit précis qui est quand même relativement volumineux par rapport aux autorisations. Et donc voilà, ce sont des zones qui sont de toute façon, pour l'avenir, des points noirs pour l'écoulement invisible de la Durance. On a aussi un autre problème de prélèvement qui est un petit peu différent, qui est le prélèvement d'eau pour les microcentrales. Alors ça peut être un problème, ça peut ne pas être un problème. Ça dépend un peu comment fonctionne la microcentrale. On laisse créer des centrales dans le massif des écrins, parc régional des écrins. Vous pensez que si ça avait une incidence sur la nature, sur la biodiversité, on le laisserait faire? On ne le laisserait pas du tout faire. Et pourtant, il y en a. À partir du moment où les usines sont parties, l'hydroélectricité a continué à se développer. On a deux centrales sur l'Argentière. On a celle qui est ici, où on voit encore un vestige derrière moi, qui est le pont en arc, donc qui est le vestige de l'industrie du début du XXe siècle. Fin du XXe siècle, la centrale s'est déplacée en rive gauche de la Durance. Et puis on a également une centrale sur le torrent du Fournel, centrale qui produit de l'électricité mais en fonction du rythme et du débit de ce torrent. On a un projet de faire deux autres microcentrales sur le torrent du Fournel, donc une utilisation de l'eau qui va dans le sens de la transition écologique qui passe évidemment par la transition énergétique. Une transition énergétique, ça veut dire qu'il faut qu'on limite notre consommation d'énergie. Les premiers points de consommation d'énergie, ce sont les chauffages dans les maisons, qu'ils soient électriques ou au fioul. Quand on augmente le parc de microcentrales sur les torrents de montagne, on n'est pas sur de la réduction de la consommation, on est sur de la production supplémentaire de kilowattheures d'électricité. Ça peut être intéressant, mais il faut que ça vienne après la démarche de réduction de la consommation. Aujourd'hui en France, la tendance elle est à la réduction de la consommation. C'est acté. Mais malgré tout, on aura quand même toujours besoin de produire de l'électricité et arrive la notion d'énergie renouvelable, puisque une microcentrale peut produire de l'énergie renouvelable. Mais une microcentrale peut avoir un impact très fort sur l'environnement ou avoir un impact neutre sur l'environnement. Largement, les Hautes-Alpes ont payé un lourd tribut à l'hydroélectricité, initialement avec Serre-Ponçon, mais depuis quelques décennies, avec les microcentrales qui fleurissent, on n'a quasiment plus aucun torrent non équipé en microcentrale. Donc le problème de la microcentrale sur notre torrent alpin, c'est d'abord un circuit court-circuité, c'est-à-dire qu'on prélève de l'eau en altitude sur le torrent naturel, on va faire couler cette eau dans une conduite qui va être plus ou moins longue suivant l'endroit, et en bas on a une microcentrale avec une turbine qui va produire de l'électricité donc hydraulique, soi-disant verte, et ensuite la centrale va rejeter donc le volume prélevé dans la rivière, certes. Mais on a toute une zone qui est court-circuitée et donc la rivière, on lui laisse un débit qui est légalement défini, mais qui n'est plus le débit naturel. C'est vrai qu'à l'origine, on ne faisait que des études techniques et aujourd'hui, on fait des études techniques, mais surtout
et énormément environnementale pour voir si le milieu est en capacité d'accepter une production hydroélectrique, d'accepter une diminution du débit dans son cours d'eau, d'accepter l'intégration d'ouvrages béton dans le milieu, d'accepter la pose de conduites forcées. Est-ce qu'il y a des destructions d'espèces? Est-ce qu'il y a des déplacements d'espèces? Tout ça a fortement, fortement évolué et ça rend le métier encore beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, la réglementation impose simplement de laisser 10%, on va dire, du volume d'eau, pour simplifier, dans une rivière. Et cette réglementation, elle est nationale et elle a été pensée pour des rivières ou pour des barrages de plaine. C'est-à-dire qu'en montagne, avec les étiages d'hiver et d'été, on laisse tellement peu d'eau en montagne que la végétation des bordures, la végétation rivulaire et la faune invertébrée souffrent énormément parce que les débits sont trop faibles. Et donc plus le tronçon court-circuité entre la prise d'eau et le turbinage est long, plus ce tronçon est plat, avec des possibilités de l'eau de s'infiltrer, de créer des zones humides, etc. Et plus l'impact sur la biodiversité est fort. La qualité d'un bureau d'études en environnement, c'est d'arriver à savoir ce qu'on va pouvoir produire. Si vous enlevez tant d'eau, si vous laissez que 100 litres seconde dans le débit réservé, dans le tronçon court-circuité, ben vous allez perdre ça, ça et ça. Ça n'aura aucune conséquence. Ça va avoir comme conséquence d'affaiblir de 30% la population de truites fario. Et ça n'aura pas de conséquences. Donc, est-ce qu'on peut accepter de perdre 30% de truites fario dans le tronçon court-circuité ou pas? On ne peut pas. Donc, il ne faut pas laisser 100, il faut en laisser 150. Si on en laisse 150, c'est 15% qu'on perd de la population. 15%, c'est acceptable parce que si ça... Voilà, bon. Donc, le premier problème, c'est justement l'artificialisation du débit naturel, ou du moins la modification du débit naturel de la rivière. Dans nos torrents alpins, toutes les espèces sont très adaptées à des conditions très difficiles de vie sur l'année. Entre l'hiver, le froid et les assecs l'été, dès qu'on modifie le débit artificiellement et de manière totalement anarchique, puisque bon, tout dépend du débit et on enlève en fonction de la production voulue, on a une perturbation très importante au niveau de la vie globale de ce tronçon court-circuité. Le risque, entre guillemets, des prélèvements en continu, c'est-à-dire que l'hiver, les microcentrales ont presque rien à prélever, c'est pas évident pour eux de produire de l'électricité. À partir du mois d'août, c'est très compliqué aussi, mais à l'automne ou au printemps, comme ils prélèvent de l'eau, finalement, toute l'année, la rivière, elle tourne presque au 10% au module. C'est-à-dire que la rivière a plus sa respiration, sauf durant les gros épisodes de fonte des neiges. Donc on est en train de linéariser les débits les plus faibles toute l'année. Les fameux états des lieux initial qui va dire le cours d'eau il est colonisé de truites, il est colonisé de saumon, il est colonisé d'anguilles. Donc si c'est le cas, on va mettre de la reptation en fond de passe à poisson pour que l'anguille monte. Enfin voilà, tous ces ouvrages sont en adéquation complexe et longue avec l'administration. La réglementation nationale, elle demande, dans le dossier d'impact environnemental, elle demande de regarder la présence de faune piscicole, de faune aquatique. Donc dans tous les dossiers, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de poissons. Donc en fait, on oublie complètement la vie des micro-invertébrés, des petites espèces qu'on appelle des éphémères, des petites choses qui sont collées sur des cailloux, qui sont dans le lit du torrent.
micro-invertébré, il est considéré toujours dans l'état initial. Ils vont rechercher à travers l'analyse de tous les micro-invertébrés, de tout ce qu'il y a dans le cours d'eau pour pouvoir dire, ben, dans ce cours d'eau, on va trouver telle et telle et telle espèce. Parce que s'il y a ces micro-invertébrés, c'est qu'il y a cette chaîne alimentaire, cette chaîne entière. Et si j'enlève ces éléments, il va se produire ça en cascade. Le principal problème en bout de chaîne alimentaire, on va dire, ce sont les poissons et la circulation, la libre circulation des poissons et des truites, donc de nos torrents alpins, qui ont besoin de circuler à la fois pour les alevins en termes de dévalaison, de colonisation du torrent par les nouvelles générations, et à la fois pour les adultes d'arriver à accéder à leurs frayères, aux zones où elles vont se reproduire. Donc il faut absolument qu'il n'y ait aucun obstacle et qu'il y ait une eau suffisante en quantité. Et il peut s'avérer qu'à certains moments, l'obstacle de la prise d'eau ou le débit insuffisant puisse empêcher ou perturber en tout cas la circulation de ces géniteurs. La prise d'eau la plus simple, on fait un barrage. Quand le barrage se remplit de sédiments, on tire la chasse. On appelle ça une chasse. On ouvre le barrage, on ouvre la porte, et en dessous, en général, les poissons plus bas dans la vallée morflent un peu. Et aujourd'hui, les dossiers qui arrivent de construction de microcentrales sont tous sur ce système-là, parce que c'est ce qu'il y a de moins cher, c'est plus efficace, on ne s'embête pas, c'est moins cher à entretenir. On a aujourd'hui des types de prises d'eau qui ne sont pas de type barrage, qui sont en fait des sortes de grilles qui sont posées, pour simplifier, sous le torrent, et l'eau elle percole à l'intérieur et du coup les sédiments ils passent dessus sans aucun problème. Sauf que ça coûte plus cher et on n'a pas beaucoup de projets de construction qui sont comme ça, alors que ça devrait pratiquement aujourd'hui être la norme. À l'origine, nous on est des techniciens, des ingénieurs, on est des hydrauliciens, des mécaniciens, des électriciens, mais on n'est pas des environnementalistes, donc on fait appel à des bureaux, d'abord parce que ça nous donne une légitimité. Le bureau d'études, il a son indépendance, on ne lui tient pas la main, sinon on n'aurait plus de crédibilité auprès de l'administration. Donc voilà, on laisse faire les bureaux d'études. Alors évidemment, c'est nous qui les missionnons, donc ils ont un regard un peu plus bienveillant de notre côté quand on leur dit « ouais, mais ça, on ne va pas arriver à le faire ». Donc ils essaient de s'adapter un peu à ce qu'on peut arriver à faire ou pas pour essayer de trouver le meilleur compromis. Donc si le projet de microcentrale n'est pas impactant pour le manque d'eau dans la rivière, ok, bingo, mais si c'est impactant, ça pose aussi le problème, quoi. Donc c'est pas évident. Et puis après, on a encore le problème de la montagne. Parce qu'une microcentrale, elle va produire quand en montagne? En montagne, il y a un étiage en hiver et un étiage en été. Donc la microcentrale, elle produit beaucoup à la fonte des neiges au printemps. Donc on a aujourd'hui des projets de microcentrale où c'est marqué dans les dossiers que la microcentrale sera à son optimum 65 jours par an. 78 jours par an, le dossier que j'ai géré hier. Donc le reste de l'année, elle ne produit pas tant que ça. Sauf que quand on produit de l'électricité au printemps, on est mai, juin, juillet, est-ce que la consommation électrique est forte à ce moment-là? Non, parce que les jours ils agrandissent, parce que l'hiver est fini, ce qui chauffe l'électrique est fini. Donc on a un déphasage de la production hydroélectrique en montagne, c'est-à-dire que la production hydroélectrique en montagne ne correspond pas au moment où on a le besoin de consommation. Donc ça pose un problème presque philosophique de savoir comment on met en adéquation la production de watts et la consommation de watts. Actuellement, la politique globale au niveau national va dans le sens de cette énergie entre guillemets verte, qui ne l'est pas tant que ça. Et pour les mairies, pour les collectivités locales, c'est vrai que c'est une manne financière qui est présentée en tant que telle avec ces ouvrages et ces microcentrales et l'argent qui peut être collecté derrière. Tout le monde recherche désespérément des finances et de l'argent et qu'on trouve tout à fait normal que la commune sur laquelle on va essayer de développer un projet perçoive une redevance, des royalties. Le problème, c'est qu'effectivement, on profite d'une conjoncture défavorable qu'on a instaurée en plus au niveau de ces mairies, politiquement, mais que derrière, on détruit finalement la vitrine du département et puis aussi, encore une fois, la nature, donc l'élément dans lequel on est intégré. Donc c'est encore un impact supplémentaire dans des zones qui sont en amont de tout ce qui va se passer en dessous et où normalement on n'a pratiquement aucun impact. On est encore dans des zones privilégiées. Donc on a, pour les générations futures, on ampute une partie de cette nature et de ses bénéfices qui pourraient être exploités ensuite en termes d'écotourisme ou autre. Et ce problème-là est en train
d'exploser dans les Alpes et à terme, c'est tout un problème de ressources en eau, de maintien des annexes hydrauliques sur les rivières, de ressources en eau pour l'agriculture et de ressources en eau pour le bassin versant en général. Le bassin du Drac a également la particularité, c'est un bassin versant alpin, mais on n'a plus de masse glaciaire suffisante finalement pour alimenter en eau de manière correcte le cours d'eau en été. Si vous étiez venu ici il y a encore 20 ans, au lieu de voir de la neige au fond, vous voyez peut-être encore des bouts de glacier. Ce qui veut dire que la vallée du Drac, elle a relativement changé en l'espace de en 20, 30, 35 ans. Le fonctionnement hydrologique de la vallée a un petit peu changé, puisqu'on est passé d'un fonctionnement qui était, on va dire, glacio-nival, il y avait encore des glaciers, à un fonctionnement qui est uniquement nival, donc avec une rivière qui est alimentée non plus par des glaciers, mais que par la fonte des neiges. Alors ça change quand même beaucoup, parce que aujourd'hui, à peu près vers le 15 juillet chaque année, toute la neige a fondu. On peut avoir un hiver qui est très riche en neige, on peut avoir un hiver très pauvre en neige. On se rend compte que dans tous les cas, début juillet, première semaine de juillet, on est à peu près toujours au même niveau. C'est-à-dire que l'essentiel de la neige est parti. Ce qui veut dire que l'alimentation en eau de la rivière, du Drac, se retrouve en fait avec beaucoup d'eau qui fond en même temps. Et c'est plus progressif jusqu'à la fin juillet, jusqu'au mois d'août. Donc du coup, les agriculteurs par exemple, sont vraiment embêtés parce que toute l'eau est partie, il n'y a plus de décalage durant l'été. Du coup, on voit les problématiques arriver. J'ai besoin d'une retenue collinaire pour faire de l'eau, etc. Ce qui est légitime. On va peut-être aussi avoir des soucis avec le réchauffement climatique aussi, de prélèvement en eau pour l'eau potable. Si on prend maintenant l'activité hivernale, on a les stations de ski qui sont face au déficit de neige et qui ont besoin de faire tourner des canons à neige et donc qui vont chercher de l'eau. Sauf que l'eau, ils la cherchent quand? En janvier, vacances de Noël, et en février. Donc on est au moment où il n'y a pas d'eau dans les rivières. D'où aussi des retenues d'eau qu'on essaye d'alimenter dès qu'il y a de l'eau durant le reste de l'année pour faire tourner les stations de ski. Aujourd'hui, je pense que l'eau qui est prise, qui est restituée, arrive dans la rivière, peut-être avec un mois de décalage, mais elle arrive quand même. Donc je pense que très sincèrement, ça reste négligeable par rapport à ce que l'impact que ça peut avoir. Il ne faudrait pas les multiplier, on est bien d'accord. La construction de réserves collinaires qui sont remplies à partir des cours d'eau ou des sources en altitude, donc de l'eau qui va manquer inévitablement à un moment donné en dessous. La deuxième chose, ce sont les prélèvements directement, soit dans les torrents in situ, donc dans les stations, dans les bassins versants de chaque station, ou maintenant des prélèvements qui se font dans la nappe phréatique, donc en vallée. Donc là, c'est beaucoup plus problématique encore, puisqu'on a des prélèvements qui se font, donc, par exemple pour la station de Risoul, qui se font sur la commune de Guillestre, en bas, et à 30 mètres, donc en profondeur, dans la nappe de la Durance. Donc les études sont faites pour des prélèvements ponctuels, les autorisations sont données ponctuellement pour chaque prélèvement, mais les prélèvements se multiplient. Donc la quantité d'eau prélevée est certaine, très importante, et donc on a déjà sur le bassin donc de la Haute-Durance, on a déjà 3 prélèvements dans la nappe, donc qui sont effectués pour monter de l'eau pour produire de la neige de culture. Donc pour l'instant, on n'a pas de vision globale de ces prélèvements au niveau de la nappe, en sachant qu'on est aussi dans une période de raréfaction en termes de pluviométrie et donc de débit et du coup forcément d'eau globalement, que ce soit de l'eau aérienne ou souterraine. Donc pour l'avenir, c'est quand même quelque chose qui est assez préoccupant par sa multiplication. Mais voilà, il faut aujourd'hui être raisonnable, se dire on a besoin malgré tout de cette économie touristique. Il faut que cette économie fonctionne. Elle peut fonctionner des années difficiles ou de mauvais enneigement qu'avec un enneigement artificiel. Et voilà, il faut aussi arriver à l'assumer parce que des gens travaillent avec ça, des gens vivent avec ça et il faut qu'on en ait conscience. Ça pose de sérieux problèmes et des conflits d'usage finalement entre les besoins en eau pour l'irrigation et puis la satisfaction au fait aussi des besoins environnementaux de la rivière, des besoins
pour préserver la rivière, répondre aux enjeux de salubrité publique, de dilution des effluents de stations d'épuration. Et tout ça dans un contexte où finalement la ressource disponible ne fait que baisser au fil des décennies, quoi. Si on prend la vallée qui est derrière les sommets enneigés, on est cette fois sur le bassin versant de la Durance. Et donc sur la Durance, il reste encore les glaciers, dont le fameux glacier blanc, qui est suivi par le parc national. Donc on a encore ici une situation un petit peu différente, voire même paradoxale. On est en réchauffement climatique, les glaciers fondent de plus en plus vite, ce qui veut dire qu'on a en ce moment plus d'eau dans ces vallées. Alors on est simplement sur un phénomène tampon. Dans quelques années, quand les glaciers auront disparu, on sera dans le même système que le Drac, avec un problème d'eau dès le début juillet, alors que sur la vallée de la Durance, qui est derrière celle-ci, où il y a encore des glaciers, aujourd'hui, on peut presque, grâce à la fonte accélérée des glaciers, faire du kayak dans les rivières au mois d'août, alors que ça ne se faisait pas avant. Parallèlement, le réchauffement fait fondre des glaces, on le sait, au niveau des glaciers visibles, mais on a aussi des glaciers invisibles sous roche, notamment dans le Kéra. Et donc actuellement, avec le réchauffement, on a une fonte de ce stock de glace qui est là depuis la dernière glaciation, donc depuis environ 12 000 ans. Et cette glace est en train de fondre. Donc on a, malgré les faibles précipitations, on a un ressenti au niveau de la quantité d'eau en se disant, bon bah voilà, ça coule, ça va, on n'a pas trop de soucis, apparemment, voilà, les Alpes continuent à donner de l'eau pour la Provence. Mais on a petit à petit le stock de réserve en glace qui s'amenuise et on sait que pour la suite, ça risque de modifier beaucoup les choses. Donc là, ce qu'on peut expliquer aux gens qui vivent bien à l'aval, c'est que s'il y a beaucoup d'eau dans la rivière, c'est tout simplement parce que les glaciers fondent très très vite. Donc là, il y a des grandes masses d'eau qui s'en vont. Le torrent coule très fort alors que ça fait très longtemps qu'il n'a pas plu. C'est vrai que s'ils ne fondaient pas, on aurait beaucoup moins d'eau. Le torrent coulerait nettement moins. Donc ça, nous, c'est un indice. C'est vrai, quand on a l'habitude, en tant que montagnard, on regarde la rivière. Si on voit qu'elle ne coule pas fort, on se dit, bah là, ça a gelé, quoi. Donc si ça coule fort et que la Durance est toujours correcte, c'est que les glaciers fondent. C'est vrai qu'à niveau personnel et au niveau un peu émotionnel, moi ça fait longtemps que je viens dans le massif et moi ça me fait très mal au cœur à chaque fois que je viens ici de me dire mais avant ce rocher le marron je ne le voyais pas, celui-là non plus. Et puis là on arrive, il y a des séracs qui sont tombés. Là ici juste derrière moi il y avait juste un trou de rocher qui sortait et là on voit que ça s'est complètement coupé en bas. Ça s'est passé dans l'été, quoi. Et donc moi c'est vrai que ça me fait mal au cœur en tant qu'homme, en tant qu'alpiniste aussi, en tant que guide. Et puis moi j'ai des enfants et c'est vrai que les glaciers c'est très beau et bon j'ai déjà emmené mes filles sur glacier mais je me dis est-ce que mes petits enfants un jour ils pourront voir des glaciers, voilà, donc c'est vrai que ça me fait mal au cœur. Et puis j'ai le sentiment qu'en montagne ça va très très vite et que c'est beaucoup plus visible qu'en plaine. Donc c'est vrai qu'à titre personnel je me dis peut-être un de nos rôles, nous les montagnards, je parle de manière générale, les guides, les gardiens, les agents des parcs, c'est d'alerter les gens sur ce qui se passe. Parce qu'on parle beaucoup de la fonte de la glace sur les pôles, etc., des températures incroyables qu'il y a au pôle Nord cet été. Là. Mais nous, on le voit ici quasiment au quotidien, quoi. C'est incroyable. Notre existence, ainsi que toutes les formes de vie attachées à ces cours d'eau, dépendent étroitement de nos choix présents. L'engagement est alors nécessaire. Chacun de nos gestes compte.